2 trafiquants d'héroïne seraient très actifs en ce moment dans la région. Ont-ils quelque chose à voir avec les 2 kilos de drogue tombés du ciel? J'ai et j'ai pas vérifié encore. Hein. C'est du renseignement il y a 2 minutes. Ouais. Donc, alors les deux revendraient donc de l'héros. On a un véhicule, un Renault Espace, alors couleur bleu-gris. Le renseignement est particulièrement précis. 2 noms, 2 adresses et un modèle de véhicule. Ces 2 dealers présumés ne sont peut-être pas les propriétaires des 2 kilos de drogue, mais s'ils font partie du petit monde des trafiquants d'héroïne, ils sont forcément au courant de quelque chose. Bon, c'est intéressant, on n'a pas de renseignements pour l'instant sur les 2 kilos. Tout le monde trouve bizarre de laisser 2 kilos d'héroïne de la nature. Hein. Voilà maintenant. Bon, parfait. Merci Pascal. Mais les informations d'un indique ne constituent pas une preuve. Julien va devoir démontrer que ces 2 hommes sont bien impliqués dans un trafic d'héroïne. Encore une fois, son premier réflexe, interroger le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires. Et il va découvrir que les suspects ont déjà un joli palmarès. Effectivement, j'ai des réponses. Le plus âgé d'entre eux, un homme d'une 40aine d'années sans profession connue, a fait de nombreux passages en garde à vue. Qu'est-ce que j'ai connu pour des vols et du stup. Ça, c'est intéressant. Acquisition de stupéfiants, mais pas seulement. Le suspect a aussi été interpellé pour port d'armes illégal. Connu. Stup. Le deuxième suspect, lui, est plus jeune, une 30aine d'années. Lui aussi est déjà passé en garde à vue pour acquisition de stupéfiants. Et manifestement, les 2 hommes se connaissent bien. Donc là, c'est intéressant. Les 2 ont déjà été interpellés ensemble dans le cadre d'un trafic. 2 dealers présumés, déjà mis en cause dans une affaire de drogue et qui auraient repris du service. Dans ce genre de cas, les gendarmes s'intéressent en priorité aux plus aguerris. Le plus âgé, connu pour port d'armes, est peut-être le leader. On peut penser que c'est lui qui dirige, entre guillemets, le réseau. Donc on va aller faire un tour sur place et puis voir s'il y a du mouvement, voir si l'intéressé habite toujours sur place. L'adresse de cet homme au lourd passé judiciaire a été communiquée par l'indic. Dans ces affaires de stup, ces petites visites au domicile s'avèrent souvent très riches en enseignements pour les gendarmes. S'ils surprennent des allées et venues nombreuses chez le suspect, des rendez-vous de courte durée, ils peuvent soupçonner des transactions de drogue. Ici, il y a pas mal de passages, il y a beaucoup de gens qui viennent le voir, des gens peu fréquentables. Ou, je sais pas, il y a beaucoup de véhicules qui viennent se stationner devant la résidence. Donc pour nous, tous les renseignements sont bons à prendre. Nous suivons ce repérage des lieux en caméra cachée pour ne pas gêner l'enquête. Comme ça, je l'ai mis sur ma caméra. Tu l'as mis sur ta caméra? Tiens. Et sur place, surprise, Julien et Pascal découvrent une jolie petite résidence, flambant neuve, et même équipée d'une jolie piscine. Comment ce suspect au chômage peut-il s'offrir ce genre de logement? À l'entrée, les gendarmes croisent par hasard l'un de ses voisins qui va leur livrer des informations intéressantes. En fait, on avait un renseignement sur un gars qui habiterait ici et qui pourrait être impliqué dans du stupéfiant. Voilà. Ne dites pas, monsieur, non? Si. Alors, bah... Oui. D'accord. Tout à fait. Avant même de voir la photo, le voisin avait deviné le nom du locataire suspecté. Il faut dire qu'il s'est déjà fait remarquer. Elle a peut-être interpellé 2 fois déjà par la brigade des stupes et depuis il vit. La police est déjà venue le chercher et ce voisin a constaté des dizaines d'allées et venues dans son appartement. Il a été coupé récemment. Dans mon rêve, ici, il y en avait 30 par jour. Alors, il y a 2 accès à l'arrière où ils ont coupé le grillage. Donc soit ils passent par la déchetterie, soit ils passent par ces accès-là. Au début, ils venaient tous là, pas vraiment. Mais moi, comme j'ai intervenu à plusieurs reprises, j'ai été gueulé chez lui. Après, je ne me voulais pas de ce qui se passait chez lui. Je m'en foutais, moi je m'en doutais, mais bon. Ces derniers temps, le suspect se fait apparemment plus discret. Un policier du logo
si vous regardez là-haut. Il revient de temps en temps jeter un coup d'œil à l'appartement. D'accord. Le dernier coup, vous l'avez vu, vous, c'est quand? Ben, j'ai entendu sa moto hier soir. Vous n'avez pas vu un Renault Espace? Couleur violette comme ça. Non. L'homme ne roule pas en monospace comme l'indiquait l'informateur, mais à moto. Et il était ici il y a quelques heures. Julien a peut-être une chance de l'apercevoir. Pour ça, une seule solution, planquer dans un endroit discret et attendre son retour. Alors les gendarmes s'installent dans cet appartement vacant avec l'accord du propriétaire. D'ici, ils ont une vue imprenable sur le bâtiment et les fenêtres du suspect. Les volets sont fermés. Il n'a pas l'air d'être souvent ici. Julien et Pascal se font discrets. Ils s'attendent à une enquête difficile avec ce suspect rompu aux techniques des policiers et des gendarmes. C'est quand même quelqu'un qui a été interpellé plusieurs fois, Ouais. donc qui connaît un peu les méthodes de travail. Donc logiquement, il devrait être beaucoup plus prudent. Après 3 heures d'attente, toujours rien. Mais les gendarmes n'ont pas le choix. Dans une enquête de stupes, ces planques sont indispensables pour vérifier les tuyaux d'un indique. Donc la planque, c'est assez dur. C'est assez ingrat parfois parce que pendant des heures et des heures, il ne se passe rien. Mais si on ne le fait pas, eh ben, on ne peut pas matérialiser des contacts, des échanges ou un éventuel trafic. En fin d'après-midi, Julien lève le camp. Il reviendra ici à 3 reprises et ces planques lui apprennent au moins une chose. Le suspect le plus âgé circule à moto. À qui appartient donc le monospace évoqué par l'informateur? Peut-être au deuxième homme, le plus jeune. Pour le savoir, les gendarmes disposent d'un moyen de recherche rapide et très efficace. Retour à la brigade. Cet outil, c'est un logiciel. Le système d'immatriculation des véhicules, le SIV. Un accès direct au fichier des cartes grises. On va voir si j'ai quelque chose d'intéressant. L'enquêteur entre le nom du suspect le plus jeune et il tombe sur une liste d'homonymes. Il lui suffit ensuite de rechercher le propriétaire d'une Renault Espace. Et très vite... Voilà. Renault Espace. Ok. Ça, c'est intéressant. Et effectivement, je vois que c'est porté acquéreur du véhicule. Il y a de ça 3 mois. L'homme possède bien ce type de véhicule et l'adresse d'immatriculation est bien celle indiquée par l'informateur. Julien est bon pour une nouvelle série de planques. Il va tenter de vérifier que les 2 hommes opèrent bien ensemble et qu'ils trafiquent bien de l'héroïne. S'il veut pouvoir les interpeller, il va devoir prouver leur activité de dealer en photographiant notamment des transactions de drogue. Voilà pourquoi le lieutenant s'arme de ce puissant téléobjectif. Ce sont de longues, très longues planques qui commencent et vous allez le voir, l'enquête va basculer sur un tout petit détail inattendu, une découverte inespérée qui va s'avérer cruciale. Direction un petit village discret, perdu en pleine campagne, à 20 km de Nancy. Après 100 mètres, tournez à droite. Pas vraiment l'endroit où l'on s'attend à croiser un trafiquant d'héroïne. Tournez à gauche, puis vous êtes arrivé. En plein cœur de ce paisible bourg, Julien repère la maison du jeune homme. Vous êtes arrivé. Priorité pour le gendarme, ne pas être repéré. Alors pas question de stationner devant. Il fait le tour du pâté de maison. Attention, droite. C'est bon. Et au détour d'une rue, il tombe par hasard sur une Renault Espace. Peut-être celle qui l'intéresse. Il la suit discrètement, à distance,
et une fois sorti du village, il se rapproche pour vérifier le numéro de la plaque qui correspond. Ah, c'est bon. A priori, il y a 2 personnes dans le véhicule. Julien veut s'assurer que ce sont bien les 2 hommes qu'il a dans le collimateur, mais pas facile de voir leur visage sans être vu. Ah, déjà, tu vois, faut pas que je colle de trop près. À la droite. Bon, on laisse s'intercaler un véhicule. Dommage, il ne s'intercale pas. À force de laisser de la distance entre lui et la voiture des suspects, Julien finit par la perdre de vue. Là. Non, et lui, il fait quoi, putain? C'est pas possible, ça. Il a doublé. Chier. Putain, je suis cassé. Putain. On les aurait vus, là, non, tu crois pas? L'enquêteur fait demi-tour, prend l'autoroute et retrouve finalement la trace du véhicule. Sa filature le mène ensuite jusqu'à Nancy. Dans cette petite rue où la voiture vient de se garer. Prends en photo, là. Julien va se mettre en planque juste en face, dans ce petit square, pour pouvoir identifier les 2 hommes à leur retour. Et 1 heure plus tard, ils sont bien là, tous les 2, accompagnés d'un 3e homme. Cette voiture, ces suspects, Julien va les suivre pendant 2 semaines et il va découvrir que tout dans leur conduite, leur emploi du temps et leur rendez-vous a de quoi éveiller les soupçons. Ce matin-là, par exemple, la filature conduit Julien en plein cœur d'une cité dans la banlieue de Nancy. Les suspects restent garés sur ce parking une demi-heure, Ok, le véhicule repart. puis reprennent la route. Quelle était la nature de ce déplacement? Ok, doucement ta caméra, Steph. Allez, on va les suivre. Ok, ils sont partis, on va les suivre discrètement. Leur 2e destination est encore plus suspecte. Après 1 heure de route, les 2 hommes s'engagent sur le parking d'un hôtel bon marché. Le même genre d'établissement que celui où les gendarmes ont découvert les 2 kilos d'héroïne. Impossible pour Julien de s'approcher sans être repéré. Est-ce que j'ai pas une vue là-bas? Il y a un chantier. En marche arrière, il cherche un lieu d'observation plus discret. Quand soudain, Ah, ils repartent. l'enquêteur aperçoit la Renault Espace qui redémarre. Et juste derrière elle, un jeune homme en scooter qui semble l'accompagner. En passant, le jeune homme remarque la caméra et jette aux gendarmes un regard appuyé. Alpha 617 12h30 35. Julien relève sa plaque d'immatriculation. S'agit-il d'un complice? L'enquêteur le sait, les réseaux de stupéfiants sont très structurés. Le jeune homme au scooter est peut-être un petit revendeur ou un guetteur chargé d'avertir de l'arrivée d'un intrus. Il est arrivé 5 minutes après que les gars soient arrivés. Donc je note. Julien se rend ensuite sur le parking de l'hôtel, qui est quasiment désert. Que sont venus faire ici les suspects et ce jeune en scooter? Il y a des caméras. Encore une fois, l'enquêteur a peut-être une chance de le découvrir grâce à la vidéosurveillance. Donc la prochaine étape, c'est de prendre contact avec le gérant pour visionner les vidéos et pouvoir constater l'échange. Un échange.
peut être la première preuve d'une transaction de drogue. C'est en tout cas ce que Julien espère. De retour à la brigade, il contacte aussitôt la direction de l'hôtel. Oui, bonjour madame, c'est la gendarmerie. Je viens pour un petit renseignement. J'aurais besoin de visionner votre caméra. Oui. Est-ce qu'elle enregistre déjà? Non, il ne semble pas qu'elle enregistre. On a une caméra, mais je ne sais même pas si elle fonctionne. Il ne semble pas. Voilà. Merci madame. À tout de suite. Au revoir. L'hôtel n'a pas de vidéo, on n'a pas de système pour enregistrer les vidéos. Donc ils ont une caméra mais qui ne fonctionne pas. Voilà. Espoir déçu, les caméras sont factices. Mais Julien peut encore exploiter la piste du scooter. En entrant le numéro de la plaque dans le SIV, le système d'immatriculation des véhicules, il trouve le nom de son propriétaire et son adresse. On va passer le gars au fichier. On va voir s'il est connu pour stup. Il consulte ensuite les archives de la gendarmerie pour savoir si le jeune homme a déjà fait parler de lui. Apparemment, j'ai pas de gars connu. Le conducteur du scooter n'a pas d'antécédent, mais Julien reste convaincu que cette rencontre discrète sur un parking d'hôtel désert cache en réalité une transaction de stupéfiants. Alors dans les stupes, pour éviter de se faire repérer, on utilise soit des mineurs, et le trafiquant peut aussi utiliser des gens qui ne sont pas connus, ou utiliser le véhicule justement d'autres personnes. Le but étant de ne pas se faire repérer, de ne pas faire parler d'eux. Donc là, c'est pas étonnant qu'on tombe sur un individu qui n'est pas connu. Mais comment pénétrer ce mystérieux réseau? C'est toujours la seule piste de Julien pour résoudre l'énigme des 2 kilos d'héroïne retrouvés en pleine nature. Les filatures n'ont pas permis de prouver la moindre transaction, alors dans ce genre de cas, l'idéal pour les gendarmes, c'est de pouvoir placer les suspects sur écoute téléphonique. Une méthode redoutable pour percer leur intimité sans se faire remarquer. Le problème, c'est que les dealers sont prudents, ils changent de numéro très souvent, et dans cette affaire, l'indique a livré de nombreux renseignements, mais aucun téléphone. Alors vous allez le voir, c'est la ténacité de Julien qui va lui permettre de débloquer la situation. Pendant 2 semaines, il va suivre les suspects à la trace dans chacun de leurs déplacements, de jour comme de nuit, sans lâcher d'une semelle la fameuse Renault Espace. C'est à gauche là. Regarde, t'as le véhicule qui est à gauche là. C'est juste à gauche là. Et la chance va finalement lui sourire. Ce matin-là, dans le village du suspect le plus jeune, il va assister à une petite scène apparemment anodine qui va brutalement accélérer son enquête. Au bout de cette rue, Attention. il tombe nez à nez avec l'individu en train de téléphoner devant chez lui. Ok, il a acheté un truc. Et il repart. Sans le savoir, le dealer présumé vient de commettre une grosse erreur. Ok, il est reparti. Je vais aller voir ce qu'il a acheté. À son retour, Julien tient dans la main la clé de son affaire. Ok, j'ai récupéré ce qu'il a acheté. Ça c'est super, c'est un coupon de rechargement de téléphone portable. Ce que le lieutenant vient de récupérer dans la poubelle, c'est la facture d'une carte de téléphone prépayée. Ces cartes permettent de téléphoner pour une durée limitée en ouvrant une ligne de manière totalement anonyme, ce qui complique le travail des enquêteurs. Dans le domaine des stupéfiants, ils utilisent souvent des cartes prépayées où ils ne communiquent pas leur identité. Donc du coup, on ne peut pas remonter à eux. Et bien souvent, ils changent tous les 15 jours. Mais cette fois, cette technique ne protégera pas le suspect. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir identifier le numéro d'appel du gars. Sur ce coupon, des codes et des références
Pas de numéro de téléphone, mais suffisamment d'informations pour retrouver celui du suspect le plus jeune. Voilà pourquoi, de retour à la brigade, Julien est aussi fier de présenter sa trouvaille à ses collègues. Ouais, Pascal. Bon. Alors, c'est quand même assez intéressant. Il y a un des gars qui a pris son téléphone portable, qui a composé ce code, vraisemblablement, et qui a ensuite jeté ce document dans la poubelle. On a un code de rechargement, on a un numéro de série. Donc je pense qu'il n'y aura pas de difficulté pour obtenir auprès du ministre l'identification du téléphone qui a fait l'objet du rechargement. C'est donc une nouvelle phase de l'enquête qui commence. Une phase décisive que les gendarmes appellent l'exploitation de la téléphonie. Avec un simple numéro, ils peuvent tout savoir ou presque sur l'emploi du temps, les relations et les activités cachées d'un suspect. Julien va peut-être enfin découvrir ce qui se cache derrière les nombreux déplacements du fameux monospace qu'il suit depuis maintenant plusieurs semaines. Quelques heures plus tard, il contacte par fax l'opérateur qui a vendu au suspect cette carte prépayée. Avec ce commentaire, merci de bien vouloir identifier le numéro d'appel. Julien indique les codes et les références du document trouvé dans la poubelle. Pour lui, il y a urgence. Le dealer présumé peut changer de numéro d'une minute à l'autre. Alors Julien ne va pas se contenter d'attendre la réponse. Dans la foulée, il passe un petit coup de fil à l'opérateur, histoire de lui mettre la pression. Vous pourrez nous appeler et nous ne parvenons pas à tous vous prendre en ligne. Merci de renouveler votre appel ultérieurement. Mais encore faut-il qu'il arrive à le joindre. Un conseiller va bientôt prendre votre appel. Nous ne parvenons- Non mais c'est pas possible. Ça marche pas leur truc là. Service de réquisition, mais un téléphone Delphine, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est Une fois en contact avec une opératrice, Julien va lui faire un petit numéro de charme pour les besoins de l'enquête. Bien reçu. Donc j'ai bien reçu votre réquisition, donc il y avait une urgence en tout. Oui, il y avait une urgence parce qu'on est sur des gars qui changent très souvent de téléphone portable. Donc si on prend du retard sur l'identification, bah après on est... Ok, ouais. Alors attendez, je vais regarder si j'y vais. On va avoir une réponse en direct. Ouais, Ouais, donc on a bien quelqu'un. d'accord. Bah, écoutez, je demande d'envoyer. Ouais, ça m'aiderait vraiment si je pouvais l'avoir fin de matinée, début d'après-midi. Dès que j'ai la personne qui est là, écoutez, je lui demande qu'elle la fasse, il n'y a pas de souci. Très bien. Je vous remercie madame. Merci à vous. Merci. Excellente journée. Au revoir. Alors, En fin d'après-midi, l'enquête fait un bond de géant. on a pu identifier le numéro d'appel. Un numéro de téléphone, une information capitale pour les gendarmes. Julien disposera bientôt d'une oreille branchée en permanence sur cette ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une écoute sur le numéro d'appel. Le but vraiment, c'est de prouver qu'il est en contact avec des gens bien connus dans le domaine des stupéfiants. Une écoute téléphonique. Par réquisition, Julien oblige cet opérateur à brancher la gendarmerie de Nancy sur la ligne du suspect pour pouvoir le surveiller. Désormais, toutes ces conversations et ces messages atterrissent dans ce petit bureau de la brigade. Ils sont enregistrés en temps réel dans la mémoire de cet ordinateur. De cette manière, Julien peut entrer dans la vie du dealer présumé aussi souvent qu'il le veut. Et dès les premiers appels, il trouve ce qu'il recherche. Là, j'arrive à t'entends? Ok. Parce que du gros, faut absolument que tu descendes en bas ou sinon, ce qui se passe, c'est que t'es pas là, on joue à l'accord, c'est pour jouer à cuisine à championnat, il fait ça après. Voilà, donc là, il a fait une livraison express. Ça marche, ouais. C'est peut-être un bon truc, hein. Voilà. C'est pourquoi? Ben, un blanc et un brun. Ouais, c'est ça qui. Ouais, c'est bon, je les ai préparés. Un sac, tu me dis. Ouais. Ok. Un de blanc, dans le jargon des toxicomanes, ça veut dire 1 gramme de cocaïne. Un de brun, 1 gramme d'héroïne. Ça confirme, je veux dire, ce qu'on pensait, déjà. Donc à savoir que là, il y a un gars qui l'appelle pour s'approvisionner. Donc il y a un gars qui lui demande s'il peut lui faire un petit truc.
Et des coups de fil comme celui-ci, les deux suspects vont en recevoir des dizaines chaque jour. Voilà donc pourquoi leur véhicule se déplace aussi souvent. Mais ces derniers jours, ces dealers présumés ont semble-t-il du mal à fournir. Le plus âgé d'entre eux est violemment pris à partie par un client furieux qui l'accuse de lui avoir fourgué une drogue de mauvaise qualité. C'est quoi le délire là, que tu me racontes là? Vous m'avez mis une carotte et voilà. Ta gueule, mais tu délires. Tu sais quoi? Non, c'est très bien, arrête de continuer. Là. Attends, laisse-moi parler. Tu vas la mélanger, hein. Ça n'a pas marché du tout. Quand il est mélangé, Tu c'est m'entends? bien ce qu'on disait, La non? même chose, Pour se défendre, les dealers présumés vont même jusqu'à accuser leurs propres fournisseurs de les arnaquer. Parce qu'il paraît qu'ils mettent des amphétamines, je sais pas quoi, à la place. C'est du médicament qu'il a mis dedans, c'est même pas des amphetamines. Ah bah j'en sais rien, tu sais. Ils ont recoupé... Un peu. Moi ce que je vois c'est que j'ai pris une bite et je vais récupérer mes sous. S'il faut que j'aille à la soupe là-bas, eh ben on ira là-bas. Là, apparemment, ils lui ont vendu de la merde. Hein. Ouais. Ah bah, ils ont recoupé. Avec ces écoutes, les gendarmes ont suffisamment d'éléments pour arrêter ces deux suspects. Mais ils vont patienter encore un peu, car ils ont une petite idée derrière la tête. Si ces dealers présumés manquent de drogue, qu'ils sont obligés de couper leurs marchandises, c'est peut-être parce qu'ils viennent d'égarer un stock de stupéfiants dans la nature. Et pourquoi pas les 2 kilos d'héroïne retrouvés près de l'hôtel il y a un mois. La conversation tournera peut-être bientôt autour de ce sujet. 2 jours plus tard, la patience de Julien va être récompensée. Rien sur l'héroïne tombée du ciel. En revanche, il surprend une conversation énigmatique où il est question d'un voyage en préparation et d'une collecte de fonds. Il y a un autre message. Oui, allô. Hein? C'est Phil. Ouais, c'est le don. Ouais, bah oui, je sais. On va au plus sport, tu me lances un petit billet, t'inquiète pas, je verrai bien, si j'ai ma paye sport, ouais, je verrai bien. Parce que nous, on monte au pays, c'est pour ça que je te dis ça. Les 2 dealers présumés évoquent un voyage au pays, prévu dans 2 jours. Mais de quoi s'agit-il exactement? Pour le savoir, Julien va chercher à identifier tous les correspondants de ces suspects. Encore une fois, il contacte l'opérateur et cette fois, il lui réclame les fadettes, les facturations détaillées, la liste de tous les appels entrant et sortant sur ce numéro au cours des 3 derniers mois. J'ai près de 5000 lignes de communication. Et certains de ces correspondants attirent immédiatement son œil avisé. Et j'ai un point qui est extrêmement intéressant, c'est que j'ai un contact hollandais qui apparaît pendant 3 mois à 75 reprises. Un correspondant aux Pays-Bas, la plaque tournante de la drogue en Europe. Pour Julien, aucun doute, voilà la destination du fameux voyage au pays. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est forcément un gars qui les ravitaille en produits. Et l'enquêteur n'est pas au bout de ses surprises, car les fadettes indiquent aussi des adresses, les emplacements des antennes relais, ces bornes qui ont transmis les appels téléphoniques. Les gendarmes peuvent donc retrouver chaque déplacement des suspects. Et Julien va s'apercevoir que les dealers présumés fréquentent assidûment les Pays-Bas. J'ai 15 relais hollandais déclenchés, donc ça c'est vraiment intéressant. Je sais que le titulaire du numéro d'appel bouge en Belgique et aux Pays-Bas. Les fadettes sont formelles. Chacun de ces voyages atterrit à Rotterdam. Et grâce aux antennes relais, Julien peut retracer la route empruntée par les dealers présumés. Alors dans ce genre de cas, les gendarmes tentent de prendre les suspects la main dans le sac, en possession de drogue. Un flagrant délit qui pèsera lourd devant un tribunal. À partir de maintenant, toute la brigade est en alerte et prépare activement un vaste coup de filet.